parole. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment ravie et heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis Amna Gemali, je suis cofondatrice d'un incubateur dédié à l'entrepreneuriat féminin. J'ai commencé il y a plus de 25 ans dans l'entrepreneuriat, donc j'ai travaillé j'ai eu ma thèse à Montpellier, j'ai travaillé sur l'entrepreneuriat de manière générale au niveau des startups. Et j'ai ensuite beaucoup travaillé avec des bailleurs de fonds, la GIZ, la Banque mondiale, etc., puisque c'était un sujet qui était déjà d'actualité il y a plus de 20 ans et qui aujourd'hui est remis de nouveau au goût du jour avec beaucoup de nouvelles thématiques. Donc, après avoir accompagné de nombreux hommes et de femmes, des entreprises, des petites, des moyennes et même des jeunes promoteurs, et donc nous avons décidé, mon cofondateur et moi-même, de créer cet incubateur qui est Incube. Donc voilà. Il y a encore beaucoup de bruit, Élisée, je ne sais pas si vous entendez. Oui, on vous entend, on vous entend. D'accord. Donc, ah, c'est mieux là. Allô? Allô? Ah. Une petite interruption au niveau de... Vous m'entendez, Élisée? Oui, oui, très bien, vous pouvez y aller, on vous entend très bien. D'accord, très bien. Alors, la question qu'on me pose très souvent au tout début, déjà, pourquoi l'entrepreneuriat féminin? On aura l'occasion de voir que déjà, l'entrepreneuriat féminin, aujourd'hui, le taux de femmes qui créent leur entreprise est très faible. Et le taux de femmes qui créent leur start-up, c'est-à-dire une entreprise innovante, est encore plus faible. Ce qu'il faut savoir, par contre, que cette problématique n'est pas africaine, elle est mondiale. J'ai eu l'occasion d'échanger dans le cadre de nombreux événements avec des partenaires allemands, américains, qui me racontaient des histoires sur comment des femmes pouvaient être bloquées dans leur parcours. Alors, au fur et à mesure de la discussion, je disais à chaque fois, mais là, vous êtes en train de parler de la Tunisie ou des États-Unis? Et à chaque fois, on me disait non, 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 pas du tout, je vous parle de ce qui se passe exactement aux États-Unis. Donc, il faut savoir que déjà, c'est quelque chose qui existe dans l'inconscient, dans tout ce qui a évolué un petit peu dans nos esprits, et c'est quelque chose qui existe dans tous les pays. Par contre, il faut savoir aussi que, oui, c'est mondial, effectivement. Donc, il faut savoir que j'ai trouvé une statistique récemment. 24% des femmes africaines créent leur entreprise contre 6% en Europe. C'est très bizarre à entendre, effectivement. Par contre, ce qui nous différencie, c'est que dans nos pays africains, essentiellement, c'est principalement un entrepreneuriat de survie. C'est-à-dire que c'est souvent informel. La femme sort de son foyer pour essayer de nourrir ses enfants. Contrairement à ce qui se passe dans des pays qui sont plus développés, où vous allez trouver des structures qui sont beaucoup plus donc formalisées. Les entrepreneurs créent leur structure, puis après, justement, se lancent dans l'entrepreneuriat. Par contre, quelque chose qui est très courant chez les femmes, c'est que les femmes créent souvent des structures en mode solo-entrepreneur, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas tendance, elles ne veulent pas s'associer, elles ont plus peur que les hommes de s'associer. Bien sûr, elles sont plus averses
au risque. Et du coup, elles ont tendance beaucoup plus à vouloir être dans une entreprise en solitaire. Donc, la majorité de ces femmes entreprennent donc par nécessité et en réaction à des facteurs donc négatifs. Il faut savoir aussi que parmi les défis les plus importants de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, 50% des femmes chefs d'entreprise déclarent que que leur soutien financier provient essentiellement de leurs amis et de leur famille. Alors que dans l'entrepreneuriat, généralement, si je dis que c'est pas masculin, mais les hommes généralement vont faire plus facilement appel à une banque, à un crédit. Bien sûr, il y a toujours cet aspect où la femme va avoir beaucoup plus un petit peu cette crainte, et si j'arrive pas à rembourser, etc. D'ailleurs, il faut savoir que dans le microcrédit, les femmes sont réputées à rembourser beaucoup plus facilement que les hommes leur crédit. Donc, culturellement, parmi les autres défis de la femme en entrepreneuriat, la femme a la charge de la maison. Donc, c'est-à-dire qu'une femme, même quand elle se lance dans l'entrepreneuriat, elle va avoir la mission des tâches domestiques de manière générale, mais en plus, elle va avoir aussi c'est-à-dire que si elle sort et qu'elle travaille, effectivement, elle va être obligée aussi de répondre à tous les défis en même temps. Parmi les autres défis que la femme doit aujourd'hui donc relever, c'est l'équilibre, c'est cet équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Alors, autre gros défi de la femme qui commence à créer son entreprise, c'est l'accès au réseau professionnel. Et nous, on le voit beaucoup au niveau de l'incubateur. Généralement, les personnes qui souhaitent se lancer, leur seul réseau professionnel, c'est un réseau qui est rattaché à son mari, à son père, à sa famille, à son entourage proche. Je donne un exemple, c'est ce que je disais d'ailleurs à mon cofondateur au début quand on a créé l'incubateur. Je disais, vous les hommes, vous avez la chance de pouvoir, même lorsque vous allez au café pour voir un match de football, vous pouvez rencontrer des amis qui eux-mêmes travaillent et nouer ainsi des relations professionnelles, c'est-à-dire vous allez rencontrer le frère d'un cousin ou d'un ami qui va vous dire que oui, demain je viendrai te voir à la banque. Les femmes ont très peu d'opportunités professionnelles pour nouer des relations professionnelles et ainsi ouvrir un petit peu leur réseau. Et ça, c'est parmi vraiment les plus gros soucis aujourd'hui qui font que ça fait partie de... C'est ce qui peut-être bloquerait le plus souvent en fait la femme dans l'évolution de sa carrière professionnelle en tant qu'entrepreneur. Donc, l'accès au financement aussi, il faut savoir donc que le business plan, qu'un business plan, il y a une étude que j'ai rencontrée, que j'ai vu passer il y a quelque temps en Europe. Il faut savoir qu'un business plan qui est défendu par une femme a une chance sur 5 d'être accepté par un banquier, le même business plan. Pourquoi ? Parce qu'une femme, quand elle va présenter son business plan, elle va le présenter très probablement, dans la plupart des cas, d'une manière un petit peu hésitante. Voilà, je vais demander peut-être 100 000. Bon, mais si ça ne va pas, je peux aussi réviser mes objectifs. Si vous pensez que, etc., etc. Alors qu'un homme va y aller d'une manière beaucoup plus sûre de lui, plus d'affirmation. Ça ne veut pas dire qu'il a plus de chances de réussir, mais simplement, il va y aller d'une manière qui va faire qu'il va être plus convaincant par rapport donc au banquier. Et du coup, on dit souvent que les femmes, elles ont une propension plus forte que les hommes à s'auto-exclure du marché du crédit. Donc, d'abord par la peur et deuxièmement aussi par le fait qu'elles iront moins
facilement vers un crédit et plus facilement vers son entourage proche pour demander de l'argent. Ce qu'on entend aussi souvent dire par rapport à cela, c'est que les femmes, très souvent, elles sont découragées au niveau de leur entourage proche. Alors qu'un homme, on va lui dire, oui, vas-y, crée ta boîte, on va t'aider, de toutes les manières, on va t'encourager, même s'ils ne vont pas le faire. Dès qu'une femme va donner l'idée, va dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de créer ma boîte, on va lui dire, non, mais tu te rends pas compte, c'est beaucoup de risques. Donc déjà, culturellement, c'est pas le même langage qu'on tient. C'est énormément de risques. Tu as des enfants à charge. Qui est-ce qui va s'occuper de ces enfants? Ton mari, quand il va rentrer, comment est-ce qu'il va faire pour le déjeuner, etc., etc. Donc là, la liste est très longue et le dernier élément que nous avons rencontré et que nous voyons le plus souvent, et peut-être s'il y a des femmes qui ont déjà rencontré ce problème-là, les femmes sont moins crédibles auprès des administrations que les hommes. C'est-à-dire lorsque une femme se présente au niveau d'une administration pour dire voilà, je voudrais enregistrer telle ou telle chose, très très souvent, on aura tendance à lui dire non, ça va pas pouvoir se faire comme ça, c'est assez compliqué, etc. Même au niveau donc de l'administration. Donc ceci pour dresser un petit peu le tableau. Élisée, je ne sais pas si vous êtes encore ici. Oui, oui, bien sûr. Et je voulais rebondir sur votre intervention. Vous avez beaucoup parlé, donc vous avez déjà abordé les grands défis que rencontrent les femmes en Afrique par rapport à leur ambition ou leur désir d'entreprendre. Et vous êtes revenu sur plusieurs fois sur le fait que les hommes avaient beaucoup de chance, hein, plus que les femmes, sur plusieurs aspects. Et je voulais quand même poser la question, mais comment alors les hommes peuvent-ils contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat féminin? Aujourd'hui, ils ont plus de chance, ils ont plus de facilité, ils ont plus d'accès. Comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui contribuer à promouvoir cette dynamique-là de l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Alors, merci beaucoup pour cette question parce que effectivement, la réponse, on doit éduquer les filles, mais on doit aussi beaucoup éduquer les hommes et les garçons. En fait, le gros, parmi les soucis qui existent aujourd'hui, c'est le fait que les femmes, dans nos cultures à nous, ont tendance à éduquer les hommes un petit peu dans cette orientation patriarcale. C'est-à-dire que l'homme, tout lui est dû. La mère, généralement, elle va essayer de tout préparer pour que son fils, lorsqu'il rentre de l'école, tout soit déjà préparé. Il y a une manière, en fait, d'éduquer les garçons qui fait que les garçons, lorsqu'ils deviennent des hommes et lorsqu'ils sont mariés, s'attendent à ce que leur femme fasse ce que leur maman faisait déjà. Et donc, ce qui est important, c'est d'éduquer les hommes et les femmes, bien sûr, les jeunes hommes et les jeunes femmes, avec cette égalité, et ça c'est très important, et de sensibiliser les hommes à cette importance-là d'égalité des chances. Moi, je ne dirais pas qu'il y a une égalité entre hommes et femmes, il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes. Nous ne sommes pas non plus une institution qui prône cette égalité ni féministe, mais je dirais et je pense là, on en a un peu parlé avec l'égalité des chances au niveau de l'administration, etc. C'est important, c'est très important d'œuvrer pour ce changement de mindset qui va passer essentiellement par l'éducation des mères. Donc, nos mères doivent, ou bien nous-mêmes, nous toutes, nous devons éduquer les enfants, les hommes, de cette manière-là, de la manière à ce qu'ils supportent leurs sœurs, supportent leur mère dans leur entreprise et de sorte à ce qu'ils soient conscients que ce soit important
que sa mère vive aussi une expérience, qu'elle a le droit de faire son choix. D'ailleurs, au niveau de l'incubateur, nous voyons très souvent peu de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat juste après les études. Beaucoup d'hommes se lancent d'ailleurs dans l'entrepreneuriat tout de suite après les études. Les femmes, après leurs études, ont tendance à aller, à se dire, tiens, maintenant je vais me marier, je vais avoir des enfants. Une fois que mes enfants seront un peu plus adultes, dans ce sens-là, à ce moment-là, je créerai ma boîte. Et parfois, c'est un petit peu trop tard et elle devra se rabattre sur des choses qu'elle saura faire à ce moment-là. Il faut savoir aussi, dernièrement, je lisais aussi, il y a une étude qui a été faite par MIT aux États-Unis qui disait on a mesuré l'intelligence d'un groupe, non pas d'un individu, ça on l'a fait déjà, mais l'intelligence d'un groupe. Et l'intelligence d'un groupe ne dépend pas de la somme de l'intelligence de chacun, mais dépend du nombre de femmes qui existent dans le groupe et de l'égalité des chances, du temps de parole de chaque personne au sein du groupe. Donc, ce qui est important, c'est que nous soyons tous conscients de cette importance de cette mixité. Donc, nous-mêmes, nous le vivons. Moi, je le vis puisque j'ai un cofondateur qui est mon mari aussi. Donc cofondateur et mari. Ça, c'est une autre question qui est un peu plus compliquée. Comment peut-on aussi allier la vie personnelle et la vie professionnelle? Mais en fait, ce qui est bien, c'est que généralement, les hommes, ils ont tendance à viser et à rêver très grand. Alors que les femmes, elles ont beaucoup plus tendance à rêver tout petit. C'est-à-dire quand une femme, par exemple, demande un prêt, elle va dire ça fait rien, donnez-moi pour l'instant 5 000 et puis dès que je les rembourse, vous me donnerez 5 autres 1000. Tandis que l'homme va dire maintenant je veux avoir 300 000 et puis on verra après. Et entre les deux, quand vous avez des hommes et des femmes au sein d'une même institution, entre les deux, il y a un juste équilibre. Donc je pense que ça c'est un élément qui est très important. Ce changement du mindset, il doit se faire aussi beaucoup au niveau des hommes, les sensibiliser et aussi les sensibiliser au niveau, les femmes aussi doivent être sensibilisées parce que les femmes aussi ont leurs propres barrières. Ce fameux plafond de verre dont on parle, c'est parfois la femme elle-même qui se met cette croyance limitante, beaucoup plus que les hommes. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, très bien, merci beaucoup. Et vous êtes business coach, mais vous êtes aussi entrepreneur. Et est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience personnelle de votre parcours entrepreneurial? Quels sont les défis spécifiques auxquels vous avez été confrontés? Comment peut-être vous les avez surmontés? Et est-ce que vous avez des parcours inspirants, des femmes entrepreneurs inspirantes dont vous voulez bien nous parler pour inspirer d'autres et les encourager à continuer à se lancer dans cette aventure. Voilà. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, quand j'ai continué pour faire mon doctorat, c'était pas parce que forcément j'avais envie de faire un doctorat. C'était parce que je ne me sentais pas, j'étais encore jeune et je ne me sentais pas prête à travailler. Je ne me sentais pas prête à me mettre dans un environnement où il y avait des hommes qui forcément étaient plus âgés que moi. Et je me suis dit, tiens, je vais continuer mon doctorat. Et quand j'ai terminé mon doctorat et que j'ai commencé à travailler, c'était dans un environnement où il y avait beaucoup de dirigeants qui avaient plutôt tendance à avoir cette tendance paternaliste. Et ça, c'est vraiment, c'est pas forcément bien par rapport à nous, parce que qu'est-ce que ça veut dire cette tendance paternaliste? C'est-à-dire ces hommes âgés qui vont aller vers des jeunes femmes et qui vont leur dire écoute ma fille, alors que je suis consultante, j'ai été mandatée par un organisme international pour faire l'audit de la boîte, ok, c'est pas grave, tu es comme ma fille, etc. Ça c'est un moyen qui
qui n'est pas forcément bon parce qu'il va tendance à vous mettre dans la tête que déjà on n'est pas au même pied d'égalité. Donc j'ai commencé très très jeune et petit à petit, pourtant après plus d'une vingtaine d'années dans l'accompagnement, j'ai dû un petit peu lutter contre cette idée du fait que quand on est jeune, quand on est ou pas attirante aussi, c'est vraiment un problème parce que nos sociétés, qu'on le veuille ou pas, mais ce n'est pas que les sociétés africaines, je le répète, beaucoup de sociétés méditerranéennes, je l'ai vécu aussi en France, les Italiens, les Espagnols, beaucoup de sociétés sont un petit peu dans cette orientation et dans ce mindset. Donc la difficulté, pour moi, le premier défi, c'était de pouvoir traiter d'égal à égal. Après une très longue expérience où quand même j'estime avoir pu faire mes preuves, le jour où j'ai créé cet incubateur avec mon cofondateur, je me suis rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire en tant que femme entrepreneur. C'est-à-dire, en fait, quand on est entrepreneur, il y a un branding déjà à construire. Comment voulez-vous que les gens vous voient? Si déjà vous vous mettez dans la peau de la petite fille, si vous mettez aussi, et ça on le voit beaucoup chez des jeunes aujourd'hui qui veulent réussir, si vous vous mettez aussi dans la peau de la jeune fille attrayante, etc., eh bien on va vous voir telle qu'elle. Par contre, si vous construisez l'idée que vous voulez, les yeux avec lesquels vous voulez qu'on vous voit, les lunettes avec lesquelles, comment voulez-vous qu'on vous voit? Comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de résilient, comme quelqu'un qui traite d'égal à égal. Et donc, il faut laisser à la porte donc cet habit de filles ou bien de femmes aussi attrayantes et séductrices. Parce que quand on entre dans le monde du business, il y a une partie de séduction, mais cette séduction, elle n'a rien à voir avec la sensualité. Deux hommes peuvent aussi se séduire pour essayer d'arriver à un marché gagnant-gagnant. Donc, parmi les difficultés, pour moi, c'était surtout ça, arriver à m'imposer alors que je suis quelqu'un de relativement doux dans mes paroles, etc. Donc, ça aussi, ça fait partie d'un travail sur lequel les femmes doivent travailler. Pourquoi? Parce que c'est un mélange entre cette douceur de la femme, cette empathie, cette caractéristique, cette intelligence sociale, cette intelligence que nous avons à identifier les émotions chez les autres, mais aussi cet autre aspect qui est cette force intérieure qui peut faire que c'est pas parce que je suis intelligent, j'ai cet aspect émotionnel que je peux me faire marcher sur les pieds. Et ça, c'est la difficulté, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour moi en tous les cas. Et autre chose aussi, donc je parle d'une expérience qui m'est arrivée au tout début aussi lorsqu'on a créé l'entreprise. On s'est lancé dans un grand événement. Et pourquoi c'est important d'avoir, je reviens à la question de tout à l'heure, un homme aussi dans votre entourage, d'éduquer les hommes. Sincèrement, j'ai toujours eu l'appui de mon mari pour me lancer. Donc, alors que c'est une entreprise qui est basée sur nos compétences à tous les deux, sur nos images à tous deux, le jour où on a lancé en fait une conférence de presse, j'ai été très impressionnée par les journalistes, par les photos, par les vidéos, par un petit peu cette ambiance un peu show. Et mon mari se retourne, me dit, tiens, il y a ton nom sur la table des officiels, donc c'est toi qui vas aller faire le discours. Et tout de suite, malgré toute l'expérience que j'avais auparavant, j'avais l'habitude même de modérer des grands événements avec des ministres, etc. Mais cet événement en particulier, je ne l'ai jamais vécu.
Et tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rebiffée. Je lui ai dit non, 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 s'il te plaît, est-ce que tu peux pas y aller? Il me dit non, je ne peux pas. C'est ton nom qui est au niveau des officiels. Et j'ai eu très, très peur. Je me suis quand même lancée. Pourquoi? Parce que j'avais son appui. Je sentais que, c'est-à-dire que son appui me disait oui, tu peux le faire. J'aurais été seule, je pense que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Peut-être que je serais sortie par la fenêtre. Là, c'était très difficile. Donc moi, vraiment, ce que je pense qui est très, très important aujourd'hui, c'est de ne pas hésiter, d'aller là où vous n'êtes jamais allé, de dépasser votre zone de confort, de faire à chaque fois des choses, parce qu'à chaque fois que vous aurez fait une fois quelque chose, j'imagine que la prochaine expérience est bien plus simple après. Donc, parmi les expériences aussi, donc la femme est réputée comme étant résiliente. Très souvent, on dit, vous savez, l'exemple le plus fréquent, on dit, si un homme devait accoucher, je ne sais pas comment est-ce qu'il vivrait l'expérience. Donc, la femme a l'habitude de cette douleur. Elle a l'habitude d'aller là où elle est dans la difficulté. Et parmi aussi les histoires peut-être inspirantes me sont restées en tête, dernièrement, j'ai fait un échange avec une des femmes qui, elle aussi, est un couple preneur, on appelle ça un couple preneur un peu, c'est-à-dire un couple d'entrepreneurs, et qui nous racontait comment elle avait un rendez-vous avec un bailleur de fonds qui devait investir dans son entreprise, et la réunion était prévue quelques mois auparavant, c'était très difficile d'avoir un rendez-vous, et figurez-vous qu'entre-temps, elle a accouché. Et le rendez-vous est venu le lendemain de son accouchement à quelques heures. Elle a accouché dans la nuit et elle avait rendez-vous le lendemain à midi. Eh bien, elle était encore à la clinique, elle a ouvert son ordinateur, elle a fait son entretien, elle disait elle-même, je me voyais mal dire à cet investisseur, je suis désolée, j'ai accouché, etc. Et elle a dit donc, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai fait mon entretien, mon premier entretien comme c'était prévu, et tout s'est bien passé. Donc l'investisseur a investi dans son entreprise. Elle a dit d'ailleurs à ce moment-là, il y a l'infirmière qui entre dans la chambre avec le bébé et elle n'a rien compris. Elle la voyait devant son ordinateur. Donc ça, c'est parmi vraiment les histoires inspirantes qui me sont restées en tête. Et je pense que plus vous allez croire en vous et plus vous allez être sûr et visualiser votre réussite et plus vous allez être capable de le faire. Super, c'était très inspirant, très inspirant. Et au regard des différents défis, des obstacles que les femmes rencontrent, que vous avez rencontrés vous-même, comment est-ce que vous pouvez vraiment encourager les femmes à continuer dans cette aventure entrepreneuriale? Et pourquoi l'entrepreneuriat féminin? Pourquoi c'est si important? Quelles sont ses retombées au niveau social et économique? Donc, pourquoi malgré les défis, les obstacles, les désavantages, vous continuez à encourager l'entrepreneuriat féminin? Et comment est-ce que, peut-être en quelques 2 ou 3 points, vous pouvez continuer à encourager à une femme à garder le cap et à continuer à développer son activité? Voilà. Tout simplement parce qu'il a aussi été prouvé que, donc au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'intelligence de groupe, c'est que dans les pays développés, c'est la propension de femmes qui sont au niveau du leadership qui fait aussi avancer un pays. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas avoir une société faite pour les hommes et par les hommes. Donc la mixité est quelque chose de très important. C'est un peu la vision du yin et du yang, c'est un peu la vision du blanc et du noir. Ce sont ces deux aspects qui complètent une même réalité. Hier encore, je discutais avec une jeune entrepreneur qui a créé une start-up, qui était en train de créer une start-up pour des produits de luxe féminin. Et ce que je lui ai proposé, ce que je l'ai vraiment encouragé, d'abord de sortir de cet aspect solo entrepreneur, mais aussi de se trouver un associé.
Parce que l'associé, c'est ce qui vous fait voir l'autre chose. C'est-à-dire si vous êtes tout seul dans cette expérience, ou bien si vous êtes avec un autre alter ego qui fait que vous voyez les choses de la même manière, ben vous ne pouvez pas avancer. Avec mon cofondateur Jalel, mais nous sommes tout le temps en train de nous disputer parce qu'il voit les choses d'une manière. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez l'image de la vision, c'est-à-dire quand on voit un éléphant, il y en a qui vont voir la trompe, il y en a qui vont voir le pied, il y en a qui vont voir de dessus, parce qu'il est de dessus. Donc, il nous faut tous ces aspects-là pour compléter une seule et unique vision. Et c'est cette vision complète qui fait que c'est très important. Et la femme, aujourd'hui, elle a des capacités. Au-delà, je pense que les femmes dans tous les pays d'Afrique, en tous les cas, c'est clair, parce que nous le voyons aussi chez nous, sont des femmes qui ont le sens du travail, qui aiment le travail. Et personnellement, je reviens un petit peu à mon expérience, même si j'ai eu une longue expérience avant de devenir chef d'entreprise, l'expérience que je vis aujourd'hui en tant que chef d'entreprise, c'est une expérience qui me complète, qui m'épanouit. Pourquoi? Parce en fait, je réalise des choses. Je sens que je pensais être arrivée à un niveau de carrière. Oui, je suis arrivée à un niveau de carrière, mais il y a encore des choses que je peux faire. Ces choses-là, ce sont d'abord, c'est très important et ce qui manque beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat féminin, nous les femmes, nous n'avons pas beaucoup de modèles. Si vous demandez à une femme, quelle est la femme entrepreneur, success story qui vous inspire? Eh bien, elle va mettre beaucoup de temps à en trouver. Donc aujourd'hui, ce que je vis aussi en tant que femme entrepreneur et qui me remplit en tous les cas et qui me donne cette satisfaction, c'est que j'arrive à me fixer des objectifs et chaque petite victoire me remplit d'une joie qui ne peut être ni satisfaite ni par l'argent, ni par rien d'autre. Et donc, tous les jours, quand je fais ce chemin avec mon équipe et mon cofondateur, ce sont des petites victoires. Et ce sont des victoires qui nous donnent à chaque fois une vision et des petites joies de la vie qui font qu'on se sent plus utile, on se sent rempli, on se sent capable, on se sent… et vraiment, ça peut être des toutes petites victoires. Un jour, il y a une expérience aussi que j'avais faite. On était allé pour faire de l'escalade dans une montagne très ardue. Et quand on était au bas de cette montagne-là, donc on était accompagné d'un guide, on a regardé, on lui a dit c'est juste impossible, on ne peut pas y aller. Il a dit c'est pas grave, vous allez me suivre. Alors, on a pris des chemins tortueux, bien sûr, on n'est pas monté, on n'a pas fait face à cette montagne. Il nous a fait prendre des chemins tortueux, des petits chemins tortueux. À la fin de la journée, en fait, on se retourne, il nous dit, voilà, on est arrivé en haut de la montagne. Il a dit, alors, vous allez vous retourner et vous allez voir. Vous avez vu le petit point là-bas? Oui. Eh bien, on était là-bas. Et la satisfaction qu'on a eue en se disant vraiment qu'est-ce qu'on peut être capable de faire, ça c'est une satisfaction qui n'a pas de prix honnêtement. Et même si l'entreprise aujourd'hui, ce n'est pas une entreprise et non plus notre incubateur n'est pas un incubateur qui brasse des millions et des milliards, aujourd'hui, dans les valeurs que nous rencontrons, même au niveau des jeunes, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup. Et vous pouvez le voir même combien de jeunes aujourd'hui n'aspirent plus à être salariés, mais aspirent à être leur propre patron. Ouais, super. Mais existe-t-il aujourd'hui des tendances ou des opportunités émergentes pour des femmes entrepreneurs en Afrique auxquelles les participantes ou les participants à ces échanges-là pourraient prêter attention? Donc, est-ce qu'il y a des opportunités, des programmes auxquels les femmes entrepreneurs en Afrique aujourd'hui doivent prêter vraiment attention pour les accompagner dans le processus? D'accord. Donc, il faut savoir que, heureusement pour nous, partout où il y a crise, il y a opportunité.
Donc, ce n'est pas par hasard si les Européens viennent en courant dans nos pays. C'est parce qu'il y a des opportunités, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à construire. Et d'ailleurs, moi, ça me rend un peu triste qu'il y ait des gens qui veulent partir de nos pays. Pourquoi? Parce que d'abord, on laisse libre champ à des personnes pour exploiter des choses que nous pourrions exploiter nous-mêmes. Ça, c'est très important. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, d'abord. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a vraiment une vraie révolution. La technologie, les technologies aujourd'hui, nous ouvrent énormément d'opportunités. Alors, parmi les secteurs qui sont les plus aujourd'hui où il y a beaucoup d'opportunités, vous avez des secteurs, aujourd'hui on parle beaucoup d'objectifs de développement durable, de circularité, de tout ce qui a trait à l'économie bleue, à l'économie verte et bien sûr, à l'économie sociale et solidaire. Donc, certains disaient l'entreprise de demain, sera sociale ou ne sera pas. Donc, toutes les entreprises auront intérêt à travailler un petit peu dans une orientation sociale et solidaire. L'agriculture a été totalement transformée grâce à l'introduction de la technologie, l'agritech, le watertech, le cleantech. Alors aujourd'hui, au sein de l'incubateur, nous travaillons sur des solutions fashion tech. Qu'est-ce que la fashion tech? C'est par exemple tout ce qui a introduction donc de la technologie dans le monde de la mode. Et vous savez qu'en Afrique, nous sommes très sensibles à tout ce qui est mode, fashion. Et par exemple, une application qui vous permet juste de tester des lunettes. Ça, c'est de la fashion tech. Une application qui vous permet d'échanger des habits ou de troquer ou bien d'acheter des produits en second hand. Ça, c'est de la fashion tech. Et bien sûr, beaucoup plus évolué, c'est-à-dire des défilés en 3D, etc. Tout ce qui a trait aussi à la biotechnologie, la beauty tech, c'est aussi des domaines qui sont très porteurs aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'on va trouver toutes ces opportunités? Déjà, ce que je vous conseille, c'est spécialisez-vous. Généralement, on aura tendance à voir des gens qui vont vous dire, à la question, qu'est-ce que vous faites? On fait tout. Non, on ne peut pas tout faire. Si on fait tout, c'est qu'on ne fait rien. C'est qu'on est bon nulle part. Donc, une chose est très importante, spécialisez-vous. Dites-vous, voilà, moi, j'aime l'agriculture, je vais me spécialiser dans l'agritech, je vais faire et je vais aller creuser ce petit chemin de sorte à être reconnu, réputé comme étant le spécialiste de l'agritech. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième conseil que je peux vous donner, allez dans la difficulté, là où les autres ne vont pas. Généralement, quand on pose la question aux gens, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce projet? Les gens vont nous dire, j'ai choisi ça parce que c'est simple, c'est ce que j'arrive à faire. Eh bien, si vous arrivez à le faire, 100% des gens arrivent à le faire. Et les gens qui réussissent, ce sont les gens qui vont vraiment dans la difficulté, qui vont choisir des choses où peu de gens iront et ils auront de l'avance sur d'autres personnes pour avancer. Toutes ces opportunités, vous allez les trouver très souvent sur Facebook. Aujourd'hui, tous les bailleurs de fonds communiquent sur leurs projets sur Facebook, heureusement, et donc c'est accessible à tous parce que parmi aussi les difficultés aujourd'hui de l'entrepreneur, cette difficulté à accéder à l'information. Donc, vous avez la coopération allemande, la GIZ, il faut aller sur les pages, la coopération belge, la coopération, les coopérations italiennes, etc., etc. Toutes ces institutions, tous ces bailleurs de fonds, aujourd'hui, il y a une pléthore, une multitude de programmes qui sont orientés
vers l'entrepreneuriat, donc vers ces types de la tech, l'agri-tech, le water-tech, fashion-tech, beauty-tech, etc. Et il faut vraiment un bon entrepreneur. C'est un entrepreneur qui va fouiner tout le temps et qui va être à la recherche de l'information. Aller vers tous les meet-up, aller sur Facebook, prendre des informations, aller sur LinkedIn, ça c'est très important. Sur LinkedIn, fouiner les informations où sont vos concurrents, où sont aussi vos camarades, vos collègues, etc. Allez voir dans quel programme ils sont, quelles sont les personnes avec lesquelles ils sont en contact, etc. Et en fonction de ça, petit à petit, vous allez pouvoir entrer dans le monde, mais surtout, commencer par les pages où sont les bailleurs de fonds et par les pages où sont les structures d'appui telles que l'Envol, telles que Incube, etc. Donc, toutes ces structures d'appui, aujourd'hui, je pense que dans tous les pays d'Afrique, il y a énormément d'opportunités. Et inscrivez-vous et suivez énormément de programmes. Suivez-les par contre un à un, pas 2 et 3 en même temps, parce que sinon, vous n'allez pas en profiter. Donc, suivez un programme, faites-le jusqu'à la fin. Une fois que vous avez suivi ce programme-là, faites-en d'autres. Et ça, c'est très important. Exactement. Suivez un programme et allez jusqu'au bout. Aujourd'hui, pour une femme entrepreneur africaine qui souhaite se faire accompagner par un CUL, quelles sont les possibilités? Est-ce que elles ont la possibilité aujourd'hui d'un peu partout de se faire accompagner par vous? Comment ça se passe? Quelles sont vos perspectives actuelles pour couvrir le maximum de pays africains? Donc voilà, je suis qu'il y a certaines qui se posent déjà cette question. Alors, c'est vrai que en fait, nous sommes un incubateur qui est finalement à peine 2 années d'existence et nous sommes en train de créer des liens avec de nombreuses structures africaines dans tous les pays d'Afrique pour pouvoir faire ces échanges-là. Parce que nos objectifs, c'est quoi? C'est pas que des femmes dans d'autres structures soient accompagnées par nous. C'est que nous ayons un échange très riche avec toutes les structures et que nous puissions, nos incubés, puissent faire du business avec vos incubés et vice-versa. Et même s'il y a des possibilités pour accompagner des binômes, et ce que j'encourage vraiment beaucoup, ça serait excellent que des personnes fassent un business avec des incubés de différents pays. Et beaucoup de bailleurs de fonds aujourd'hui parlent de diaspora et la richesse, elle est vraiment dans cette diversité. Donc, plus nous allons pouvoir travailler ensemble, plus nous allons pouvoir faire des collaborations, de la coopération, des échanges d'informations, de programmes, aussi des échanges tels que celui d'aujourd'hui, dont je suis vraiment très fière et très contente que ça ait pu se réaliser aujourd'hui. Ça ne peut être que richesse. Aujourd'hui, je suis aussi mentor dans un autre programme à Yaoundé et je suis toute ouverte, en tous les cas, à toutes les opportunités pour que nous puissions… D'ailleurs, toutes les opportunités que nous sommes en train de faire aujourd'hui sont des opportunités totalement gratuites. Autant les interventions que le mentoring, que l'accompagnement. Mais nous ne pouvons pas faire que du gratuit. Il faut qu'on mange aussi un petit peu. Donc, toute opportunité dans la collaboration ne peut être que la bienvenue. Super. Et aujourd'hui, comment est-ce que les gouvernements et les organisations les organisations internationales, les bailleurs autres, qu'est-ce qu'ils doivent faire en plus pour pouvoir soutenir davantage l'entrepreneuriat féminin? Quel doit être le rôle de l'État aujourd'hui, les États africains, et quelles sont les actions que les organisations internationales, les bailleurs, tout ça, les agences de coopération doivent faire en plus pour soutenir l'entrepreneuriat? C'est vrai qu'il y a des initiatives qui existent déjà, il y a des actions,
mais je crois qu'on a encore besoin d'amplifier un certain nombre de choses, de revoir un certain nombre de démarches. Donc, qu'est-ce qui doit être fait concrètement pour pouvoir vraiment promouvoir et accompagner réellement de manière concrète l'entrepreneuriat féminin en Afrique? Alors, déjà, ce qui est fait au niveau de la Tunisie, nous avons une institution qui est publique et qui travaille grâce à des fonds internationaux, qui est Smart Capital. On a une législation qui encourage en fait et qui donne aujourd'hui en fait des fonds à toute structure d'appui qui va labelliser. On a un label pour les startups qui sont innovantes et scalables. Ce label, comme c'est beaucoup plus difficile quand même d'accompagner une femme qu'un homme, et ça, nous le vivons tous les jours parce que les hommes qui viennent frapper à nos portes, il y a 90% d'hommes qui viennent nous voir pour nous dire « je veux être accompagné par un cube ». On leur dit « nous sommes désolés, nous sommes un incubateur pour les femmes fondatrices et cofondatrices ». Nous accompagnons aussi les équipes où il y a des femmes. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que le fait d'avoir 90% d'hommes montre bien que les femmes sont très rares dans l'accompagnement. Et donc aujourd'hui, dans certains pays, donc tel que le nôtre, on a une institution qui encourage financièrement. Plus vous allez accompagner de femmes, plus vous allez les labelliser. Les femmes dans les régions, c'est-à-dire hors de la capitale, c'est encore plus difficile parce que dans tous nos pays, il n'y a pas de décentralisation. Tout est tellement plus facile dans la capitale et tellement plus difficile en dehors de la capitale. C'est la même chose partout dans nos pays. Et du coup, l'indemnisation d'accompagnement est plus importante lorsque vous accompagnez une femme et dans les régions. Donc, ça, c'est parmi une des actions que font, par exemple, qu'on fait ici en Tunisie. Alors, je répète par rapport à tout à l'heure, ce n'est pas un problème qui est tunisien ni africain. Aux États-Unis, dans les pays les plus développés, ils font cette ségrégation positive. Ça existe aux États-Unis, ça existe en Europe. Donc, il y a vraiment des outils tels que aussi le crowdfunding, les réseaux de business angels qui sont spécialisés pour les femmes. Il y a le mentoring pour les femmes. Alors, pourquoi c'est important de le faire pour les femmes et que pour les femmes? Alors, je donne toujours l'exemple, quand des hommes vont au café, ils sont libres même de dire des bêtises. Ils n'ont pas ce jugement. Quand l'ambiance, elle est seulement dans un seul genre, l'homme ne se sent pas, ou la femme ne se sent pas jugée de la même manière que lorsque le contexte, il est mixte, en fait. Donc, quand une femme se retrouve entre femmes, elle peut parler librement. Elle peut parler avec moins de peur de jugement, d'être jugée. Tiens, j'ai dit des bêtises. Dès qu'on est dans un environnement mixte, cette peur grandit et du coup, on ne franchit pas cette étape-là. Or, dans l'entrepreneuriat, si on ne se trompe pas, on n'avance pas. On doit se tromper pour se dire, tiens, ça je fais plus, ça c'est, etc. Donc ça, c'est très, très important. Il faut créer des lignes de crédit pour les femmes. Dans beaucoup de pays, aujourd'hui, il y a un pourcentage. On dit, par exemple, voilà, toute institution, il y a même des crédits, il y a des banques pour les femmes entrepreneurs. Il faut savoir que les femmes remboursent plus que les hommes. Il y a un taux de risque quand on prête à des femmes qui est inférieur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui disaient, moi, chaque mois, la première chose que je fais dès que j'ai de l'argent, je mets de côté l'argent de la banque, avant même l'argent qui me sert à nourrir mes enfants. Donc ça, c'est une femme réfléchit comme ça parce qu'elle a peur du risque, etc. Et beaucoup de femmes sont dans ce sens-là. Et donc, en fait, il faut aussi encourager les femmes, peut-être donner plus d'encouragement. Il y a des pays où les impôts sont moindres pour les femmes qui enregistrent leur entreprise les premières années. Donc, c'est-à-dire parce que les femmes n'ont pas tendance à enregistrer et à créer un compte bancaire. Elles ont tendance à rester dans cette informalité. Et cet aspect informel fait qu'elles restent dans cette précarité.
Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est ce qui fait qu'elles ne peuvent pas avancer, qu'elles ne peuvent pas grandir, qu'elles ne peuvent pas avoir son entreprise encore plus importante. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que les taux, dans la rue, on voit beaucoup de femmes qui travaillent. Dans les chiffres, on voit que les taux de chômage touchent plus les femmes que les hommes. Moi, je pense que ça doit être aussi dû à cet aspect donc d'informalité. C'est ça, c'est créer beaucoup plus d'opportunités pour les femmes, leur faciliter le réseautage, l'accès au financement et puis probablement faciliter justement cet échange entre pays africains. Dernièrement, je suis allée dans un événement africain, disons pour les Africains, mais qui a été organisé par la France, par donc les autorités françaises. Et à la fin de cet événement, c'était un événement très riche, exceptionnel. Et à la fin, tout le monde s'est dit, si c'est pas malheureux d'être obligé d'aller à Paris pour se voir, nous les Africains. Pourquoi nous les Africains, nous ne créons pas des événements pour nous? Pourquoi attendre justement que des Européens créent des événements pour nous? Donc, je pense que ce qui serait très, très important, c'est de faciliter de plus en plus, d'enlever tous les visas, de créer beaucoup plus de lignes aériennes et de créer beaucoup plus de réseaux entre nous sur le continent. Parfait. On va maintenant peut-être passer la parole aux participants, aux participantes qui ont peut-être des questions spécifiques à vous adresser. Mais avant, je ne sais pas si vous avez une contribution d'abord, une intervention avant de passer la parole aux participants, aux participantes. Est-ce que vous avez un élément à ajouter rapidement? Là, maintenant, non. En tous les cas, j'encourage vraiment tous les entrepreneurs africains à travailler ensemble. Personnellement, nous, il y a des associations d'Africains aussi, de tous les pays africains, des étudiants qui sont aussi en Tunisie. Nous donnons régulièrement une journée d'accompagnement à ces étudiants qui sont installés en Tunisie. Et j'aimerais tellement pouvoir faire plus pour que nous puissions travailler ensemble, beaucoup plus et d'une manière plus structurée, plus formalisée et apporter un vrai plus. Parfait. Nous sommes maintenant au moment de l'interaction. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main pour pouvoir poser directement votre question. Et si peut-être vous avez difficulté pour parler, vous pouvez laisser votre question dans le chat. Voilà. Est-ce que vous avez des questions spécifiques? Merci beaucoup pour votre message. Oui, Madame Flora, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Oui, bonjour monsieur, bonjour docteur Eva. Bonjour Flora, bonjour. Madame Flora, vous êtes toujours là? Sûrement un problème de connexion. Elle va nous revenir. En attendant, probablement, donc, Flora, je vous laisse le je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Là, on vous attend de nouveau. Vous pouvez y aller. On vous a perdu un moment, mais c'est bon. Vous pouvez y aller maintenant. On vous entend. Bon, peut-être en attendant, je vois Madame Afifa, si j'ai bien prononcé, désolé si je prononce mal. Vous pouvez activer votre micro et aller en attendant que nous ayons Madame Flora. Bonjour tout le monde. Allô, bonjour. Merci beaucoup
Je vous félicite pour le succès de ce webinaire et le sujet vraiment qui touche tout le monde. Merci, Madame Emma, vous êtes bien remise de votre expérience, pour votre gentillesse surtout. Et j'ai une question que je vous propose, que je crois, est-ce qu'à votre avis, les difficultés vis-à-vis de l'entrepreneuriat féminin en Tunisie ou en Afrique, d'une manière générale, c'est de juridiques, financières ou culturelles principalement. C'est quoi le plus grand domaine de travail qu'on doit commencer au niveau soit juridique, financière ou surtout le parti culturel et mindset, comment faire pour modifier ou agir pour améliorer sur ces différents niveaux. Et merci. Merci Afifa. Donc, je ne sais pas si vous étiez un petit peu au début de l'intervention. Toutes les difficultés existent, juridiques, l'accès à la finance, l'accès au réseau, des aspects aussi du mindset. Sont des éléments sur lesquels nous devons travailler. Et du coup, en fait, ce qui est très important aujourd'hui, comme un petit peu, je l'ai un tout petit peu mentionné tout à l'heure au début, c'est qu'il faut travailler pour améliorer le contexte ou les conditions de l'entrepreneuriat féminin. Il faut aussi travailler sur des hommes qui sont aux alentours dans l'entourage, en tous les cas, de la femme entrepreneur. C'est un changement de mindset, ça ne va pas se faire tout de suite. C'est le plus difficile qu'il y a à faire. Donc, l'aspect juridique et mindset, ce sont certainement les aspects qui sont les plus difficiles, sur lesquels il sera le plus difficile de travailler. Mais moi, je pense, et moi, je vois autour de moi, il y a une tendance mondiale aujourd'hui de l'entrepreneuriat, en fait, ce que je disais tout à l'heure, le couple-preneur, l'entrepreneuriat en couple. C'est une expérience qui est tellement agréable à vivre. Je rencontre beaucoup de personnes qui sont en couple et qui qui vivent cette aventure en même temps, ensemble. Ça permet de vivre les bonnes et les moins bonnes choses. Ça permet de rêver plus grand. Ça permet d'être, en tous les cas, de vivre cette expérience dès que vous avez une chute d'énergie, d'avoir toujours quelqu'un c'est comme quand on se dit, tiens, quand on commence le sport, il faut y aller à 2 ou à 3, parce que même si un jour vous vous dites, tiens, il fait mauvais, j'ai pas envie d'y aller, vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire, ah non, 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 on doit le faire, etc. Donc, c'est bien. Et du coup, c'est cette tendance de l'entrepreneuriat en couple, peut-être c'est une tendance qui va faire que ça va changer le mindset, peut-être changer tout le reste en même temps. Ça va faire que… Mais je pense que c'est tous les facteurs en même temps qui existent et qui font que c'est plus difficile pour une femme d'avancer qu'un homme. Merci. Merci, Madame Emma. Mais je souhaite, d'une manière pratique, d'où et comment, si on peut définir une action phare qui peut influer d'une manière générale sur tout ça. Y a-t-il une petite action ou une expérience au niveau international qu'on peut s'inspirer pour commencer, parce qu'il faut commencer. En Tunisie, nous avons déjà commencé. Déjà, vous le voyez, même dans le monde entier aujourd'hui, nous, depuis que nous travaillons sur l'entrepreneuriat féminin, il y a énormément de programmes aujourd'hui qui sont mis en place beaucoup plus qu'avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça à FIFA ou pas. Il y a beaucoup de programmes pour les femmes et d'ailleurs, les hommes ne sont pas très contents. Oui. Oui, d'ailleurs, votre présence et votre incubateur, c'est un très beau exemple qu'on peut appliquer et on peut le recopier au niveau africain, et juste pour animer et enrichir la discussion. Merci, Madame Emna, pour votre clarté et merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Madame Flora, vous pouvez, pouvez activer votre micro et poser votre question. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si maintenant ça passe. C'est bon, bien. on me reçoit très bien. OK. Merci beaucoup, Dr. Emma, pour votre intervention. J'ai vraiment aimé. Merci. Et ma question est celle-ci. On nous dit souvent qu'on peut entreprendre sans un seul sou. Et là, franchement, je vois que c'est très compliqué. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que nous sommes en Afrique, nous connaissons nos réalités et tout, et on a vraiment envie d'entreprendre. Mais franchement, il y a tellement de barrières financières qu'on se demande est-ce qu'on peut y arriver un jour. Et ma deuxième question, c'est concernant votre exemple tout à l'heure de l'escalade. Franchement, ça m'a rassurée, ça m'a épatée, mais je voulais savoir. C'est vrai, vous avez dit, pour atteindre le sommet, il a fallu passer par des voies tortueuses, bon, pour atteindre. Mais dans l'entrepreneuriat, quels sont comment dit-on, des exemples de voies tortueuses qu'on peut prendre? Est-ce que cela veut dire, pour atteindre mon objectif, je peux ne pas vraiment foncer dans la même direction? Je peux peut-être passer par d'autres petites activités jusqu'à peut-être réunir les fonds qu'il faut pour faire ce grand projet que j'ai devant moi, ou bien quels sont les exemples de voies tortueuses? Merci beaucoup. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Absolument, merci beaucoup, madame. Effectivement, en fait, vous devez avoir un grand objectif déjà que vous ne devez pas perdre de vue, c'est-à-dire c'est monter en haut de la montagne. Mais en même temps, il faut avoir toutes ces étapes par lesquelles vous allez passer et sur lesquelles il faut travailler. Et par exemple, en fait, donc, pour revenir il faut avoir, c'est pour ça que j'ai aussi parlé de petites victoires. Et c'est pour ça aussi, il faut savoir que c'est vrai, les voies de l'entrepreneuriat sont difficiles, quel que soit le pays où vous êtes. C'est difficile chez nous pour certaines raisons, mais moi j'estime aujourd'hui que c'est plus facile de réussir dans nos pays qu'en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, tout a été fait. Moi, je vois les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, ils s'inspirent de ce qui est fait à l'international et ils se disent, tiens, ça pourrait marcher chez nous. Comment est-ce que je peux l'adopter? Comment est-ce que je peux le créer? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ça peut marcher chez moi? Donc, déjà, c'est bien plus simple. D'ailleurs, dans la littérature, on parle d'océan bleu, on parle d'océan rouge. C'est plus facile d'avancer dans un océan, dans une mer où vous avez peu de concurrents et où il y a tout à faire, plutôt que d'avancer, comme ça existe dans les environnements européens, où tout est déjà fait, où beaucoup de choses sont déjà faites, où c'est beaucoup plus difficile d'être innovant, alors que nous avons la chance, des fois je dis, d'être moins avancés. Et c'est pour ça que là où il y a crise, il y a opportunité, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, en fait, il ne faut pas tout de suite viser, il faut garder à l'esprit votre vision. C'est ça la vision, c'est là où vous voulez aller. Par contre, vous allez avoir des toutes petites étapes. Et par rapport à l'argent, on dit souvent qu'on peut entreprendre sans un sou. Je peux vous dire que la plupart des entrepreneurs qui sont dans notre entourage entreprennent sans un sou. Alors, il y a sans un sou, ça ne veut pas dire sans au terme littéral, c'est-à-dire il faut toujours un petit pécule avec lequel commencer quand même. Alors, je vais donner l'exemple de notre incubateur. Je peux vous dire qu'on a commencé sans un sou, vraiment sans un sou. Et beaucoup, ce n'est pas un cas exceptionnel, beaucoup de jeunes aussi autour de nous commencent sans un sou. Après, il faut avoir un petit peu d'argent pour peut-être faire ce qu'on appelle le proof of concept, etc. Et il faut commencer par un proof of concept, c'est la preuve que votre solution marche, mais il faut qu'elle marche. Il y a un minimum à faire pour que cette solution tourne. Aujourd'hui, donc, je reprends le cas, par exemple, nous, on a créé cet incubateur,
On l'a créé pendant le Covid. Si un entrepreneur était venu un jour pour nous dire, écoute, je vais créer ma boîte pendant le Covid, mais on lui aurait dit, tu es fou, parce que pendant le Covid, en Tunisie, en tous les cas, c'était très difficile. Les gens étaient cloîtrés chez eux, on n'avait pas le droit de sortir, on n'était pas sûr d'avoir à manger, etc. Du moins au début. Et après, on n'avait pas de visibilité. Donc, pendant le Covid, mon mari et moi, on est tombés très malades, en fait, et on s'est dit, mon mari travaillait déjà dans l'industrie, et je lui ai dit, écoute, maintenant, stop, ça suffit l'industrie, c'est un environnement qui est toxique, tu vas pas pouvoir tenir, la situation était très difficile. Il m'a dit, on crée un incubateur puisqu'on sait accompagner les gens, puisque c'est notre savoir-faire. J'ai dit, OK, je sais pas comment ça s'est fait, c'est vraiment, des fois, il y a des choses qui viennent d'une manière inexpliquée. J'ai dit, OK, on a commencé, et on a commencé pendant le Covid. On a créé la boîte. Il m'a dit, on va créer l'incubateur. J'ai dit, OK, en octobre 2021, nous avons créé l'incubateur et nous avons tout fait tout seul. C'est ça, sans un sou, en fait, c'est vrai. On a commencé par communiquer sur Facebook. On a commencé par créer… on a travaillé nuit et jour, mais vraiment nuit et jour. On a créé les programmes. On a commencé à s'inspirer de ce qui se faisait. On a essayé d'aller vers l'information, d'aller sur Facebook, d'aller sur LinkedIn, de contacter les gens, d'appeler les gens, etc., etc. Au bout d'un moment, en même pas un mois, et c'est pour ça que je dis, il faut aller vers les opportunités. Il y a eu une opportunité de la GIZ, de la coopération allemande, qui avait fait un appel pour dire, voilà, pour toutes les structures d'accompagnement qui veulent monter un programme, on va donner une petite subvention. On a commencé par cette subvention. On a fait un programme à distance. Ce programme-là, on a fait appel à tout notre entourage, les coachs hyper professionnels qu'on connaissait. On a financé le programme. On m'a fait financer le programme avec ces coachs-là. Et nous, on a travaillé gratuitement pendant tout ce temps-là avec un montant. Donc, tout le montant, à moitié, il a servi à financer les coachs. L'autre moitié, c'est nous qui avons travaillé gratuitement pour le faire. Et en même temps, on a fait vraiment un travail colossal, la communication, etc. Après, à chaque fois qu'il y avait un événement, on était partout. Partout. Et c'est ça qui est important. La communication et le réseau, c'est ça qui ramène l'argent. Petit à petit, les gens nous disaient, mais vous êtes partout, mais bravo, vous êtes ceci. Dans toutes les initiatives, on essayait d'être par-ci, par-là, de discuter, d'échanger, de se faire connaître, etc. C'est le réseau qui ramène l'argent, c'est pas l'argent qui ramène le réseau. Ça, il faut le garder en très grand. Les gens, et en plus, comme on s'est mis dans une niche, donc les gens, pour eux, dans leur tête, donc Emna Gemali, Jalal Ben Ramdan, c'est l'entrepreneuriat féminin. Au début, les gens rigolaient parce que pendant le Covid, je peux vous dire, personne ne parlait d'entrepreneuriat féminin. Donc, on s'est dit, puisqu'on a cette spécialité, on va se mettre dans cette niche-là, on va faire que ça et on va être connu que pour ça. Et on a commencé à aller partout, partout, partout. Maintenant, les gens nous voient partout, c'est vrai. C'est du bénévolat. On est par-ci, par-là, etc. Et petit à petit, les opportunités viennent à vous. Les gens vous disent, tiens, mais vous êtes connu pour ceci, j'ai besoin de ce produit-là ou j'ai besoin de cette thématique-là. Est-ce que vous pouvez venir vers moi? Donc ça, c'est très important et c'est comme ça que l'opportunité vient grâce à la communication. On a de la chance aujourd'hui d'avoir tous ces réseaux sociaux qui nous permettent avec 0 millime, avec 0 centime, 0 euro, justement de communiquer avec seulement nos efforts. Et c'est comme ça, je pense, qu'on peut grandir et j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui le font de cette manière-là. C'est la communication, c'est être dans un maximum de programmes, c'est être visible, c'est être constamment, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un marathon, c'est-à-dire il faut publier régulièrement pour être visible. Et comme aujourd'hui, les marchés, vous savez, il n'y a pas beaucoup de concurrence dans nos environnements. Dès que vous êtes visible, c'est ce qui fait que vous pouvez être parmi les premiers à être sollicités. Merci beaucoup, Dr. Emma. Merci. Merci pour tous ces exemples que vous avez donnés. Ça me rassure plus et
Bon vent à vous, beaucoup de courage et bonne chance. Merci, beaucoup de courage à vous aussi. Je sais que c'est pas facile, mais je dis toujours si c'était facile, tout le monde réussirait. Donc, ce seuls les gens qui vont être résilients, qui croient en leur projet. Il y a des gens, on leur a ri au nez au début pour leur dire ah, 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 vous allez faire tel projet. Et tellement ils ont cru en leur projet que finalement, ils ont réussi beaucoup plus. Et ça, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, pour réussir, c'est la force que vous avez en vous. Ce n'est pas votre produit qui est important. Parce que c'est vous qui menez la barque. Ce n'est pas la barque, le produit qui est important. Parce que demain, si vous voyez que ce chemin, c'est un chemin qui est tortueux, qui ne va pas mener, vous allez changer de direction. Donc, c'est la force qui est en vous et c'est ça qui est important de croire en vous. C'est ça qui va faire que vous allez réussir. Et rêvez grand. Parfait, merci. Merci Triomphe. beaucoup. Ouais, super. Triomphe béni. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Élisée. Bonjour Madame Dr Emma. Je vous remercie beaucoup pour cette thématique qui est en train d'être abordée. Et je voudrais, à la suite du partage de votre expérience en Tunisie, moi je suis dans un incubateur. Élisée, c'est Pierre Profond. Je me suis connecté avec un autre mail. Ouais, Je suis à un plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. Je suis à BedONG et nous nous focalisons également sur l'entrepreneuriat féminin. Mais on a fait une petite expérience la dernière fois dans un projet qu'on a dénommé YBiz que Nabel a financé. Et en un mois de travail avec les femmes, nous avons renforcé le leadership au niveau de ces femmes, comment s'affirmer, comment vraiment montrer à la femme qu'elle peut aussi entreprendre. Mais au bout d'un mois, on a été surpris. Sur un programme de 3 mois, on a été surpris par les résultats au niveau de ces femmes, des femmes qui ne pouvaient même pas parler en public, qui ne pouvaient même pas prendre la parole, ont en un mois développé ces aptitudes-là. Et il y a des femmes qui étaient à la maison, qui n'avaient pas de revenus pour louer des boutiques, pour commencer par entreprendre, qui, dans ce creuset, se sont mis ensemble pour louer. Et ça a tellement renforcé notre conviction dans l'entrepreneuriat féminin. Mais ça a été un financement, un petit financement de Inabel. Mais étant une structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat, on a besoin de fonctionner, on a besoin de vivre pour accompagner plus de femmes. J'ai noté dans votre intervention qu'au niveau de votre pays, il y a même un fonds qui est dédié, un fonds public qui accompagne les structures qui sont dans l'entrepreneuriat féminin. Je voudrais demander, avec aussi l'appui de l'Élysée, est-ce que ça a été de façon spontanée que votre gouvernement a pris cette initiative, ou bien c'est vous qui aviez fait ce plaidoyer, cette motivation pour que ce fonds soit là? Parce qu'aujourd'hui, pour prendre en compte la question de ma précédente, celle qui a intervenu, je dis avoir une connexion, pour ceux qui sont dans l'agritech aujourd'hui, on a besoin d'une connexion Internet, par exemple. Dans mon pays, il faut débourser jusqu'à $100 ou $150 pour espérer avoir une connexion bonne pour travailler. Mais il y a de difficultés à avoir accès à cette connexion. Et nous, en tant que structure d'accompagnement, nous voulons offrir ce service pour que les femmes ne voient pas ça comme un frein pour entreprendre. Qu'est-ce que vous avez fait, ou c'est de l'initiative du gouvernement, pour que ce fonds public arrive à appuyer les structures d'accompagnement? Parce qu'on fonctionne, mais nous fonctionnons sur des ressources propres et faire payer aux femmes ces prestations, on n'est pas arrivé à le faire. Nous avons compris parce que la majorité, je dirais à 80%, ces femmes sont issues des milieux ruraux. Et ça a renforcé notre conviction de l'entrepreneuriat féminin. Qu'est-ce qu'il faut faire, ou qu'est-ce que vous avez pu faire pour que ce fonds soit institué, juste pour accompagner tout au moins le fonctionnement des structures d'accompagnement pour leur permettre d'atteindre le maximum de femmes? Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour la question.
Alors, c'est vrai qu'en Tunisie, après la révolution en 2011, en fait, il a commencé à y avoir un plaidoyer pour faire de la Tunisie un pays qui soit favorable aux startups. Donc, il y a eu des jeunes, il y a eu beaucoup de personnes de la diaspora, il y a eu des jeunes aussi qui se sont sentis libres et qui ont eu envie de changer et de vivre autrement la Tunisie. Tous ces jeunes-là, toutes ces personnes qui étaient conscientes que la technologie était le salut, justement, ont fait un grand plaidoyer d'une manière bénévole pour qu'un grand fonds, parce qu'aujourd'hui en Tunisie, il y a des fonds, et il y a un fonds de fonds, un fonds qui alimente le fonds lui-même. Donc, il y a eu un plaidoyer pour déjà changer les lois. Les lois, donc si vous regardez même sur Google, vous allez trouver des lois, les lois Startup, Startup Act. Ces lois-là ont donné une petite indemnité aux jeunes qui voulaient monter leur startup déjà. Donc ça, c'était la première étape. Aujourd'hui, ces lois sont en train d'être changées à nouveau pour améliorer ce proof of concept, justement. Et donc, il va y avoir un Startup Act 2 sur lesquels un certain nombre de personnes travaillent. Ensuite, la deuxième étape, nous-mêmes, structure d'appui à l'entrepreneuriat, ce que nous disons beaucoup, d'ailleurs c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, nous sommes aussi des startups parce que nous-mêmes, et pourquoi est-ce que personnellement, ça me fait très plaisir de travailler aussi avec d'autres structures africaines parce que je peux donner une expertise même gratuite et par exemple, j'ai pas mal de personnes de notre continent qui nous appellent, qui me disent voilà, on aimerait bien monter un programme, on ne sait pas comment faire, etc. Je le dis à pas mal de personnes et c'est ouvert donc à toutes les structures. Si vous voulez montrer vos programmes, si vous voulez que je vous donne un avis, si vous voulez, donc je peux toujours, et à chaque fois que je peux connecter avec d'autres structures, je le fais avec grand plaisir parce que je sais comme c'est difficile pour nous aussi, structure d'accompagnement, d'accompagner les startups. Autant il faut de l'argent pour monter une entreprise, autant il faut aussi de l'argent pour monter ces structures et on est aussi un peu livré à nous-mêmes. Donc, suite à ce plaidoyer, ils ont créé 2 outils. Un premier outil qui s'appelle un outil deal, c'est-à-dire que nous, structure, et c'est ce qu'on a obtenu aujourd'hui pour faire notre programme de Fashion Tech, nous avons une subvention, nous soumissionnons pour un programme, on dit voilà, on va faire un programme et c'est pour ça qu'on a choisi la difficulté, la Fashion Tech, parce qu'on s'est dit aujourd'hui c'est un domaine vraiment très tendance et où c'est pas facile. On aurait pu choisir l'agritech où tout le monde travaille aujourd'hui sur l'agritech. On s'est dit non, voilà, on va choisir ça, on va travailler dessus, on va mettre tous nos efforts, etc. Et le programme a plu et on a obtenu une subvention pour faire 2 cohortes. 2 cohortes de 9 mois sur la Fashion Tech. Alors, ce que demandent justement les bailleurs de fonds très souvent, c'est qu'à la fin de la 2e cohorte, bien sûr, je vais continuer une 3e, une 4e, une 5e cohorte. C'est-à-dire qu'au bout de 2 cohortes, je vais m'habituer, moi, que je sois structure ou start-upper, à aller chercher d'autres fonds. Je vais chercher par exemple des sponsors qui sont dans la mode, dans le textile, qui sont intéressés pour investir et pour mettre de l'argent pour que de jeunes start-up trouvent des solutions pour des industriels dans le textile, par exemple. Donc, il faut que nous arrêtions aussi d'être dans cette orientation d'assister, que peut faire l'État, etc. Pour moi, il faut oublier l'État. Il faut essayer de trouver des solutions dans les associations, par nous-mêmes, dans cette orientation, à travailler ensemble et à travailler à trouver d'autres solutions. D'où aussi les sponsorings. Nos événements, on essaye de les sponsoriser. On sponsorise très souvent, nous, tout ce qui est buffet, etc., etc. Bon. L'autre outil qui vient de commencer, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voilà, dès que ils ont mis en place une grille, donc c'est un outil qui s'appelle Sail, que vous pouvez voir aussi sur Internet pour vous inspirer. Donc, cet outil-là, il vous dit, si tu es arrivé, tu as fait ta cohorte, j'ai déjà fait ma cohorte, et j'ai 2 femmes, ou bien 1 ou 2 femmes ou hommes que j'ai accompagnés
à obtenir un label, parce que ce label, c'est ce qui va permettre de dire que cette entreprise est une entreprise innovante, scalable, etc., etc. Donc, si c'est un homme, il a un montant. Si c'est une femme, c'est un autre montant. Si c'est une femme dans les régions, c'est encore un autre montant. Et si elle a fait une levée de fonds, c'est un montant, etc. Donc, ils ont fait une grille. Et plus, bien sûr, c'est difficile, c'est-à-dire femmes, région et levée de fonds, et plus les montants sont importants. Donc, c'est-à-dire quand on a accompagné quelqu'un, on a la possibilité d'avoir une petite subvention pour pouvoir réaccompagner d'autres personnes. C'est vrai que bon, ça nous aide beaucoup et c'est ce qui nous a aidé à vraiment. Au début, on a eu une petite subvention. Ensuite, une autre petite subvention, mais entre-temps, on a vécu, on a survécu, on a galéré, on a fait beaucoup d'actions gratuites dans les universités, etc. pendant 2 années. Et après seulement, les bailleurs de fonds, quand ils voient que vous êtes actif avec ou sans eux et vous croyez dans votre projet, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent vous donner de l'argent. Et c'est ça un peu le mindset qu'il faut garder. Il dit, je fais mes preuves et quand je fais mes preuves, on sait qu'on va me prêter de l'argent parce que cet argent-là, je suis capable de faire plus avec cet argent-là. Or, nous, la plupart d'entre nous sommes plus dans une orientation, il faut que tu me donnes de l'argent pour que je puisse faire. Non, il faut que tu montres que même avec très peu d'argent, tu peux faire. Et à ce moment-là, je peux investir en toi. Donc, les outils, c'était essentiellement le Startup Act suite à un plaidoyer. Aujourd'hui, il y a une deuxième version. Il y a eu, et aujourd'hui, il y a d'autres fonds pour appuyer un petit peu les structures. Mais il faut vraiment, il y a aussi certainement d'autres structures qui aident pour des montants qui ne sont pas très élevés, je crois que tels que AfriLabs, etc., qui aident des incubateurs et des structures d'appui parce qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a plus important que l'argent, ce sont les programmes, c'est l'expertise. Nous, on a suivi un programme qui a été financé par aussi une subvention et qui était gratuit. Pendant 4 mois, on a mis en place un programme pour les femmes. Une fois qu'on a mis en place ce programme pour les femmes, on a été coaché par des professionnels. C'est ça c'est important quand on a une idée, d'aller de la tester. Et pour que les gens vous disent non, ça c'est pas bon, ça il faut faire, ça il faut grandir, ça il faut casser, il faut ça refaire, etc. Quand on a fait ce programme pendant 4 mois, on a déposé pour cette subvention qui est la subvention DIL. L'an dernier, nous l'avons pas eu. Et cette expertise nous a permis de refaire un programme qui n'avait rien à voir avec ce qu'on avait déposé et d'avoir du recul et de se dire, tiens, voilà, je peux changer ci, je peux faire ça, etc. Donc, acquérir des compétences, c'est mieux encore que de l'argent. Honnêtement, et c'est vraiment par expérience. Nous, on a retransformé totalement le programme et si on n'avait pas suivi cette formation, peut-être qu'on n'aurait pas pu le faire comme ça. Donc, c'est mon conseil. Merci beaucoup, Madame Eva. Merci, merci. Est-ce qu'on va peut-être prendre une dernière question avant d'aller tout doucement vers la fin? Est-ce qu'il y a une dernière préoccupation? Non, ok. Madame Edma, on va aller vers voilà, vos derniers mots, votre dernière intervention avant de clôturer ce meet-up, cet échange assez enrichissant. Encore merci vraiment pour l'invitation. Et moi, je nous invite tous à rester en contact et à travailler ensemble. Si je reprends encore en fait l'idée que vous aviez tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds à l'international, c'est-à-dire la Banque africaine, la Banque mondiale, etc., font aussi des appels à candidature donc pour des programmes panafricains.
pour que des Tunisiens travaillent avec des Béninois, avec des Camerounais, etc., pour que nous travaillions tous ensemble. Donc, c'est vraiment une raison pour que nous lions tous nos efforts ensemble. Et ça, je pense que c'est le plus important à donner. Donc, Flora dit, veuillez bien nous donner. Vous avez une remarque aussi? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, on vous reçoit. Donc, c'est très, très bien, honnêtement, de se connecter. Non, sinon que c'est une doléance, savoir comment est-ce que vous pouvez nous accompagner en tant que pour accompagnement de la part de votre structure. Peut-être qu'on fera un programme ensemble, justement, on va peut-être soumissionner avec l'envol pour faire des programmes ensemble, ça serait bien. C'est vrai que c'est difficile d'avancer tout seul, mais il faut commencer par, en tous les cas, si vous avez besoin de conseils ponctuels, d'un avis sur votre projet, vous pouvez vous connecter à moi par LinkedIn et je reste ouverte et je serai vraiment ravie de vous donner mon point de vue sur votre projet, peut-être pour le réorienter, ce sera vraiment avec grand plaisir. Une remarque qui me vient à l'idée, tout à l'heure, monsieur disait justement par rapport accompagner d'autres femmes. Oui, c'est important d'accompagner un maximum de personnes, mais aussi ce que nous essayons de faire nous-mêmes, c'est d'accompagner peu de femmes, mais bien. Parce que dès qu'on est dans la quantité, on fait mal les choses. Donc, moi, je vous encourage vraiment à faire des petites cohortes et accompagner en one-to-one et d'une manière très personnalisée chacune d'elles, de créer un réseau. Nous, à chaque fois qu'on fait une cohorte, on essaye de faire en sorte, quand on sélectionne des gens, des fois, on leur dit, vous savez, c'est pas parce que votre projet est mauvais, mais on essaye de créer un petit écosystème. Par exemple, la dernière fois, on avait fait une cohorte dans l'agribusiness. On avait quelqu'un dans le cosmétique, on avait 2 personnes dans le cosmétique, une dame qui était dans les cosmétiques justement pour les cheveux africains, qui vit en Tunisie, qui est mariée à un Tunisien. Donc, une femme qui travaille sur les produits 100% naturels, pour cosmétiques aussi. Une 3e femme qui faisait de l'élevage d'escargots. Une autre femme qui faisait de l'huile d'olive. Et en fait, elles ont aussi tous ces projets qui initialement semblent ne rien avoir ensemble, ont travaillé ensemble. C'est-à-dire que la dame qui avait un champ, elle a 60 hectares d'huile d'olive, l'agricultrice, elle a fini par alimenter les personnes qui travaillent sur les cosmétiques à base d'huile d'olive. La dame qui faisait de l'élevage d'escargots, elle a appris à faire du savon à base de bave d'escargot, alors qu'elle avait intégré l'incubateur juste pour faire de l'élevage d'escargots. Elle a dit, moi, je suis hélicicultrice, je sais élever des escargots. Et donc, on l'a orientée vers un projet à forte valeur ajoutée. Et elle a appris, elle savait faire de la bave d'escargot. On l'a connectée avec des gens qui faisaient des cosmétiques et donc il y a eu un échange et du coup, elle s'est mise à vendre quelque chose qui avait une plus grande valeur ajoutée. Donc, même dans le choix des projets, pour qu'il n'y ait pas une grande aussi concurrence et que en fait, que ce soit un petit peu une ambiance malsaine, que les gens se disent, tiens, le marché est petit et puis je vais faire la même chose qu'elle, etc. Donc, on essaye chaque fois de constituer un environnement où les gens peuvent s'apporter les uns aux autres. Et ça, c'est très important. Donc, pensons qualitatif beaucoup plus que quantitatif. Donc, voilà. Merci. Merci. Travaillons ensemble, gardons le contact. Je pense que c'est de là que naîtra la richesse. Et personnellement, moi, je serais ravie de rester. Vous savez, c'est dommage, il y avait un programme dernièrement panafricain qui a été
où on a sélectionné des femmes africaines de tous les pays. Et donc, essayez de vous intégrer dans tous ces programmes-là parce qu'il y aura quand même beaucoup de gens qui peuvent être mentorés et accompagnés gratuitement. Super, merci. Merci, Dr. Mna. Merci pour pour ces échanges. Merci aux participants qui ont voulu bien participer à ces échanges. Donc, n'oubliez pas de vous connecter avec Dr. Mna sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook. Et comme elle a dit, disponible comme elle le peut à pouvoir donner quelques conseils, quelques orientations. Et nous, on est en échange avec elle pour, voilà, pour des actions un peu plus concrètes. Ça serait un plaisir pour nous de la recevoir à Cotonou pour des activités en présentiel, sur un accompagnement mixte entre les. Donc voilà, donc on est en train de travailler vraiment à rapprocher les deux écosystèmes, l'écosystème tunisien, l'écosystème béninois et donc restez connectés sur nos différents canaux, l'envol aussi, un cube aussi, donc connectez-vous, aimez les pages et vous serez au fur et à mesure informés. Et comme nous avons vos mails, nous n'hésiterons pas aussi à vous envoyer directement par mail des informations assez pertinentes. Donc, merci beaucoup et bon week-end à vous et à la prochaine. Et nous aurons certainement Dr. Edma sur ce qui est entrepreneuriat collectif, entrepreneuriat social et solidaire, parce qu'elle en a parlé rapidement. Ce n'était pas le sujet du jour, donc on aura un autre temps pour en parler, l'entrepreneuriat social et solidaire, l'USS et tout ça. Donc, restez connectés avec nous pour pouvoir vivre encore ces moments riches là. Voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci docteur. Oui, merci au revoir. Au plaisir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Bye bye. Ciao.